Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour finir de vous parler de Tristan Corbière et de son recueil Les Amours jaunes. Alors pour commencer, il m'est venu à l'esprit que je ne m'étais pas assez expliqué sur le rapport entre cette œuvre et l'intitulé du cours, que je vous rappelle. Il consiste en ces trois notions: romantisme, avant-garde, modernité. Alors, clairement, Les Caprices de Marianne, le premier texte que nous avons évoqué, s'inscrit dans le courant romantique. Les Caprices de Marianne sont une illustration possible du romantisme, tout va bien. La troisième œuvre, celle que nous allons voir en tout dernier, La vie devant soi d'Émile Ajar, est une des œuvres que l'on pourrait rattacher à la modernité, une notion assez floue, assez large, mais elle comprendrait un livre comme La vie devant soi. Mais les Amours jaunes s'inscrivent-ils dans ce qu'on appelle les avant-gardes? Eh bien, à proprement parler, non. Non, pour deux raisons essentiellement. C'est qu'on parle plutôt d'avant-garde pour les premières années du XXe siècle. Or, vous vous rappelez que Les Amours jaunes est un recueil de 1873. D'autre part, les avant-gardes se sont la plupart du temps constitués en mouvements. Il y avait des groupes avant-gardistes, dont le plus célèbre est sans doute le surréalisme. Par exemple, le surréalisme, mouvement d'avant-garde des années 1920. Mais alors, allez-vous me dire, pourquoi ai-je choisi cette œuvre au programme? Eh bien, Tristan Corbière, tout comme Arthur Rimbaud, dont il est l'exact contemporain d'ailleurs, a été une des grandes influences des courants avant-gardistes. Alors pourquoi a-t-il à ce point influencé les avant-gardistes, notamment les surréalistes, qui ont été des lecteurs de Tristan Corbière? Eh bien, je dirais par ce caractère de négativité attachée à son écriture. Négativité, pourquoi? Eh bien, comme je vous le disais la semaine dernière, Tristan Corbière écrit de la poésie contre une certaine poésie, et plus précisément contre une certaine poésie romantique. Et cette remise en cause est aussi bien, je dirais, thématique, puisqu'il remet en cause une certaine idéalisation du sentiment amoureux, dont ne serait gardé qu'un sentiment tout platonique. Il remet en cause une certaine idéalisation de la femme, dont finit par être niée l'humanité à force de déification. Et puis elle est aussi formelle, c'est-à-dire que Tristan Corbière remet en cause la forme même du poème en transgressant certaines règles fondamentales de la prosodie, disons, traditionnelle dans la poésie française. Le temps nous manque pour l'étudier en détail, je suis forcé de le dire de manière générale. Et donc, c'est notamment cette négativité, cette anti-poésie en quelque sorte, cette poésie qui s'écrit contre une autre poésie, une poésie plus ancienne, qui servira en un sens de modèle aux avant-gardes, qui elles aussi vont se caractériser par une remise en cause de ce qui les a précédés. Pour se justifier en tant qu'avant-garde, cela exige, pour le dire de manière un peu caricaturale, de discréditer ce qui serait l'arrière-garde. Et l'arrière-garde de Tristan Corbière, c'est très clairement le romantisme. Voilà, ça c'était pour préciser un peu mon choix par rapport aux œuvres du programme, et le fait que Les Amours jaunes ne correspond pas exactement à cette notion d'avant-garde, qui est un peu plus tardive, mais vous avez compris que ça n'est pas sans rapport non plus, évidemment. Alors, aujourd'hui, j'aimerais, comme je vous l'avais annoncé, m'attacher à un dernier poème de Tristan Corbière, et comme je vous l'ai dit, c'est un des poèmes que je trouve l'un des plus beaux de toute la poésie française. Vraiment un poème extrêmement attachant, très mystérieux, mais on va voir que le texte nous donne un certain nombre d'indices qui nous permettent d'y voir plus clair, qui nous permettent de percer un peu le mystère de ce poème. Alors je vais d'abord lire ce poème tout en vous présentant, comme la semaine dernière, le poème dans l'édition originale. Et c'est intéressant de voir cette page telle que l'a voulu à l'origine Tristan Corbière en 1873, parce que ça n'est qu'une réédition très récente, et donc la manière dont le poème occupe la page est très différente de ce qu'on trouve dans l'édition de 1873. Et une première remarque qu'on pourrait faire, c'est face à cette page que vous allez voir, cette page du poème donc
rondelle, hein, c'est le fait, je trouve qu'il y a quelque chose comme un faire-part dans la manière dont ce poème nous est donné à voir. Bon, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Une fois donc que nous aurons lu ce poème, je précise juste par rapport au titre, hein, le rondel. Hein, vous voyez que ce rondel s'inscrit dans une section, la dernière section du recueil, qui s'appelle Rondel pour après. Mais pas rondel E2LE, hein, le nom féminin, mais vous avez bien vu rondel EL. Bien. Et ce qu'on appelle par un rondel, donc quand le nom est masculin, c'est une forme poétique que l'on trouvait au Moyen-Âge, hein, alors que Tristan Corbière reprend en la modifiant légèrement. Hein. Mais disons, pour faire simple, ce qui est caractéristique du rondel, c'est la présence d'un refrain, c'est-à-dire un vers qui intervient 3 fois dans un poème qui par ailleurs est très court. Hein. Et donc voilà, c'est cette alliance de la brièveté du poème et de ce refrain qui constitue la forme que l'on appelle rondel, hein, d'où le titre que Tristan Corbière donne à son poème. Rondel. Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles. Il n'est plus de nuit, il n'est plus de jour. Dors, en attendant venir toutes celles qui disaient jamais, qui disaient toujours. Entends-tu leurs pas? Ils ne sont pas lourds. Oh, les pieds légers, l'amour a des ailes. Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles. Entends-tu leur voix? Les caveaux sont sourds. Dors, ils pèsent peu ton fait d'immortel. Ils ne viendront pas, tes amis les ours, jeter leurs pavés sur tes demoiselles. Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles. Bien, alors poème, je trouve extrêmement beau, mais troublant en même temps. Hein. Il peut sembler difficile de savoir de quoi il est question au juste, mais comme je vous le disais, le texte nous fournit les éléments, hein, qui nous permettent de résoudre cet apparent mystère. Alors, je reprends rapidement la méthode de l'introduction, aussi bien pour une explication de texte oral que pour un commentaire composé. Vous savez que la première chose à faire, c'est de situer le texte dans le mouvement de l'œuvre. Alors, j'ai commencé à le faire en rappelant que ce rondel s'inscrit dans la toute dernière section du recueil, celle qui s'appelle « Rondel pour après ». Alors, il faut commenter le titre de cette section avant d'en venir au poème. Rondel pour après. Mais pour après quoi? Alors, il y a 2 manières de le comprendre. Soit on considère que comme cette section intervient en tout dernier dans le recueil, après, eh bien c'est après le livre, hein, comme si ces poèmes étaient destinés à résonner en nous une fois que le livre sera refermé, parce qu'il est fini. Donc, ce serait des rondelles pour après notre lecture du livre, ce qui reste en nous après la lecture du livre. Et puis il y aurait une autre manière de le comprendre. Pour comprendre cette autre manière, je crois qu'il est nécessaire de regarder le poème qui précède cette dernière section. C'est-à-dire le poème qu'on trouve à la page 292. Et ce poème, vous voyez qu'il s'appelle « La fin ». Alors, il s'appelle La fin parce que ça parle de la mort des matelots en l'occurrence. Donc c'est normal que ça s'appelle La fin. Oui, en même temps, c'est évidemment frappant, ça ne peut pas être une coïncidence, que ce poème qui s'appelle La fin intervienne presque à la fin du recueil. Et c'est comme si le recueil trouvait sa fin avec le poème qui s'appelle La fin, c'est normal, et que donc c'était comme une sorte d'épilogue. Vous voyez, pour après la fin, le poème qui précède. Mais le poème qui précède s'appelle La fin parce que, je vous l'ai dit, cela fait référence à la mort. Hein, la fin dont il est question, c'est la mort. Et c'est peut-être aussi une manière pour nous de comprendre le sens de ces rondelles. Rondelles pour après la vie. Hein. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé, que Tristan Corbière, adolescent, hein, a été diagnostiqué gravement malade, il avait une santé très fragile,
il se savait condamné à une mort précoce. Ces poèmes qui font partie des tout derniers rédigés, parmi ceux qui sont rassemblés dans ce livre, ces poèmes donc ont forcément été écrits à un moment où la mort pouvait lui sembler de plus en plus proche. Si l'on regarde même très rapidement ces rondelles pour après, il est évident qu'il confirme cette importance de la mort. Regardez le titre du premier poème de cette section. Il s'appelle Sonnet posthume. Et posthume, ça veut dire après la mort, justement. Donc c'est une évidente confirmation. Vous voyez aussi ce titre, Petit mort pour rire. Et puis, de manière générale, tous ces poèmes réunis dans la section Rondelles pour après semblent traversés par une véritable hantise de la mort, ce qui n'empêche pas qu'il soit d'une certaine drôlerie, on va le voir. Il y a donc une sorte de tension entre la gravité du sujet et la légèreté de la forme. Alors ça, c'est pour situer donc le poème dans le mouvement de l'œuvre. Si vous faisiez une explication linéaire à l'oral, c'est à présent qu'il faudrait lire le texte, ce que je ne refais pas vu que je l'ai déjà fait. Et on en arrive à cette étape qui est une caractérisation, je dirais une caractérisation du poème à la fois dans sa forme et dans sa tonalité. Et j'ai commencé à en parler, de cette tonalité qui associe un sujet grave, le plus grave sujet qui puisse être, puisqu'il s'agit de la mort, et un caractère plutôt léger, plutôt joyeux. Et effectivement, on peut faire cette remarque pour caractériser la forme du poème. On peut faire cette remarque qu'il y a un parti pris de légèreté. Ce parti pris de légèreté, il tient tout d'abord au choix du vers. C'est-à-dire que ce poème n'est pas écrit en alexandrin. Vous savez, un alexandrin, c'est un vers de 12 syllabes, ou on pourrait dire de 2 fois 6 syllabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le rythme de l'alexandrin. Si l'on regarde les vers de ce poème, il fait noir, enfant, voleur d'étincelles, vous voyez que ça fait 10. Ce n'est donc pas un alexandrin, mais ce vers de 10 syllabes qu'on appelle décasyllabe. Et ça a une conséquence, ça fait que le rythme est plus enlevé, plus léger qu'il le serait avec un alexandrin, comme on l'avait vu dans le poème de la semaine dernière, par exemple. Enfin, cette légèreté du poème est confirmée, comme on va le voir, par certains jeux de mots. Ces jeux de mots qu'on avait vus dans le sonnet à Sir Bob de la semaine dernière, mais qui sont également présents dans le texte. Alors, ensuite, il convient d'étudier le mouvement de l'extrait. Alors, ce poème forme quand même un bloc assez homogène, assez compact. Néanmoins, il me semble qu'on peut distinguer 2 mouvements. C'est-à-dire un premier mouvement qui contiendrait les 2 premières strophes, c'est-à-dire du début à la première reprise du refrain. Oh les pieds légers, l'amour a des ailes, il fait noir, enfant, voleur d'étincelles. Là, il me semble qu'il y a, alors pas une rupture, mais qu'il y a un certain glissement du poème. C'est-à-dire qu'à partir du vers « Entends-tu leur voix, les caveaux sont sourds », je dirais que le sens se précise, que la tonalité en est peut-être, sinon plus grave, du moins plus amère, plus douloureuse tout de même. Enfin, pour problématiser notre lecture du texte, pour problématiser, je me servirai du titre d'un autre de ces poèmes de la section Rondelles pour après. Il suffit de tourner la page et vous voyez ce poème qui s'appelle Petit mort pour rire. Et vous voyez cette association quand même très surprenante de la mort et du rire. Et il me semble que ça pourrait être ça, votre problématisation. C'est-à-dire étudier dans ce poème cette manière très singulière que Corbière a de rire avec la mort, de rire de la mort, voire, et évidemment c'est beaucoup plus frappant encore, rire de sa mort.
Alors, ayant dit cela, il va de soi que j'ai déjà plus que orienté la lecture du poème, et c'est pourquoi je vous avais dit la semaine dernière, essayez de le lire avant que je vous en parle. Je crois qu'il est important que vous laissiez aussi résonner en vous ce que le poème vous a inspiré, indépendamment de la lecture que j'ai tendance, moi, à en faire. Alors, peut-être faut-il d'abord commenter le titre, hein. Je l'ai fait un petit peu en rappelant donc le titre de la section rondelle pour après. Il faut quand même dire un mot de ce titre. Parce que ce titre, certes, il sert surtout à annoncer la forme du poème, hein. C'est comme si on appelait un sonnet « sonnet ». Mais peut-être Tristan Corbière est-il sensible aussi aux suggestions du nom. Rondelle. Parce que dans rondelle, il y a clairement deux mots qui se font entendre. Il y a d'abord la ronde, hein, la ronde avec toute sa légèreté enfantine, qui n'est pas sans rappeler hein, le rythme, la tonalité de ce texte précisément. Il y a ici quelque chose d'enfantin, des amis les ours par exemple. Hein. Donc il y a quelque chose d'enfantin qui s'accorderait bien avec la ronde. Et puis le deuxième mot, c'est « elle », bien sûr, hein, j'entends le pronom « elle », c'est-à-dire ce « elle » qui renverrait à toutes les femmes qui ont fait souffrir Tristan Corbière. Hein, parce que clairement, quand il est question d'amour dans ce recueil, il est question d'amour jaune. Hein, et on a vu combien la couleur jaune avait une connotation très négative dans la civilisation occidentale. Hein. Donc dire que les amours sont jaunes, hein, c'est en dire le caractère, je dirais à la fois douloureux, dégradé, dévalorisé. Hein. Donc ces deux mots, la ronde pour sa légèreté enfantine et ce « elle » pour rappel une dernière fois de toutes les femmes qui auront fait souffrir Tristan Corbière, c'est une association qui me paraît intéressante. Alors ce premier vers, il fait noir, enfant, voleur d'étincelles. Ce vers correspond à une phrase qui est clairement destinée à un interlocuteur. Hein. D'ailleurs, ça va être précisé par la suite. Hein, dors, donc un impératif. Ensuite, il sera question de tes amis. Hein. Donc, clairement, c'est un je qui s'exprime en direction d'un tu. Hein. Ce poème est une adresse à un tu. Alors, évidemment, la question que nous devons nous poser, c'est qui parle et à qui? Hein. D'où vient cette voix que le poème nous fait entendre? Et une fois que l'on aura répondu à la question d'où vient-elle, l'autre question c'est à qui s'adresse-t-elle? Parce que ce n'est pas à nous qu'on parle ici, en tout cas ce n'est pas d'abord à nous. Hein. Je n'ai personnellement pas d'amis ours. Pourquoi nous parle-t-on de notre fait d'immortel? Et a priori ce n'est pas une parole qui nous est adressée. Mais alors à qui est-elle adressée? Alors, il me semble que pour caractériser cette voix, tout d'abord, hein, ce « je » qui s'exprime ici, hein, il faut remarquer un caractère, je dirais, maternel. Hein. Pourquoi maternel? Eh bien, d'une part, parce que cette voix interpelle un enfant. Hein, c'est donc une relation d'enfant à adulte qui se dessine. Ensuite, c'est une voix qui s'efforce de bercer. Hein, dors. Hein, dehors en attendant venir toute celle, etc. Hein. Ensuite, c'est une voix qui rassure, une voix qui s'efforce de protéger. Hein. Ils pèsent peu. Hein. Donc quelque chose, ils ne viendront pas. Vous voyez, donc une voix à la fois qui berce, qui rassure, qui protège et qui s'adresse à un enfant. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a là quelque chose qu'on peut qualifier de maternel dans cette voix. Et vous allez me dire, oui, mais le poète, est-ce que... Alors, il y a deux possibilités. Hein. Soit le poète, dans l'écriture de son texte, s'imagine devenir mère, et pourquoi pas. Hein. L'écriture autorise justement hein, tous les fantasmes, tous les jeux de l'imaginaire. Donc, on pourrait très bien imaginer un poète, un homme poète, qui parlerait au nom d'une mère. Hein. Ce serait possible. Mais il me semble ici plus intéressant de considérer que cette voix s'adresserait au poète, que Tristan Corbière écrit en quelque sorte la voix qu'il imagine, hein, comme s'il imaginait cette voix maternelle qui lui parle. Hein. Et je veux dire que dans ce sens-là, le poète serait celui à qui cette parole est destinée. Ce serait lui, l'enfant,
ce serait lui, le voleur d'étincelles, ce serait lui qui a à ce moment-là besoin d'être rassuré. Alors, je me doute que tout cela reste à préciser, surtout pour la dernière partie. Vous pourriez me dire que rien ne nous conduit particulièrement à imaginer que cette voix s'adresse au poète. Il me semble qu'en y regardant de plus près, si, c'est vraiment de cette manière-là que ce poème, il me semble, trouve une signification particulièrement forte. Alors, commençons par le premier vers. Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles. Cet étrange surnom-là, voleur d'étincelles, on pourrait remarquer que dans la plupart des poèmes de cette section, il y a toujours une voix qui parle à un interlocuteur, comme ici, un je qui s'adresse à un tu. Et la plupart du temps, il y a des surnoms par lesquels sont interpellés le tu, justement. Ça pourrait être dans le premier poème, on t'appellera beau décrocheur d'étoiles, décrocheur d'étoiles, donc un autre surnom. Dans le poème Mirliton, ferreur de cigales, dans le poème Petit mot pour rire, peigneur de comètes. Et donc ici, c'est voleur d'étincelles. Comme si cet enfant était à chaque fois appelé par un petit surnom. Mais, pourquoi voleur d'étincelles? Eh bien, il me semble qu'il faut penser, pour comprendre le jeu de Tristan Corbière, à une des grandes figures de la mythologie grecque, une grande figure de la mythologie grecque qui a été, par exemple, pas seulement, mais par exemple, célébrée par les romantiques, c'est-à-dire la figure de Prométhée. Vous savez que dans la mythologie grecque, Prométhée est celui qui a volé le feu aux dieux pour pouvoir le donner aux hommes. Donc Prométhée, c'est une sorte de figure libératrice, émancipatrice pour toute l'humanité. Bien, parce qu'il a volé le feu. Mais ici, la personne à qui l'on s'adresse n'a volé que des étincelles. Donc il y a quelque chose d'un peu dérisoire, d'un peu moqueur, parce que autant nous pouvons être pleins de gratitude pour Prométhée parce qu'il a volé le feu, autant évidemment si ça n'est qu'une étincelle, ça ne vaut pas grand-chose. Vous voyez, donc il y a une forme, il me semble, de tendre moquerie dans ce surnom. Et si l'on admet que le poète entende cette voix, qu'il fait comme si cette voix lui était destinée, ce serait une manière, voyez, de montrer une certaine autodérision. Non, je ne suis pas un grand poète sublime à la Victor Hugo qui va révéler la vérité à l'humanité. Non, moi je ne fais que voler des étincelles. Ça n'est pas grand-chose. Et il me semble que dans cette manière, vous voyez, un peu de déprécier sa propre poésie, et Tristan Corbière le fait en permanence dans Les Amours jaunes. Il y a une sorte de parti pris de... C'est même plus de la modestie à ce degré-là, un parti pris d'autodépréciation systématique. Là aussi, c'est une sorte d'anti-poésie. Regardez comme ma poésie ne vaut rien. C'est une sorte d'insistance de Tristan Corbière à dévaloriser sa poésie, peut-être aussi pour répondre à ces romantiques qui, eux, la valorisaient, leur poésie, en faisaient une sorte de parole qui allait pouvoir guider l'humanité. Il y a une sorte d'ambition grandiose dans la poésie romantique, et c'est comme si Tristan Corbière répondait à cette ambition grandiose par une forme d'extrême humilité. Vous voyez, je ne suis qu'un voleur d'étincelles. Voilà. Bon, enfin, toujours est-il que pour l'instant, je vous demande d'admettre, à titre d'hypothèse, que ce serait une voix maternelle, que Tristan Corbière écrirait comme il pourrait l'entendre, comme il pourrait imaginer une mère penchée vers lui et prononçant de tels mots. Mais c'est la suite, il me semble, qui va pouvoir préciser les choses. Alors, enfant, je l'ai commenté, c'est bien ce qui justifie ce rapport entre une mère et un enfant à protéger, mais il y a le début, il fait noir. Alors on comprend, s'il fait noir, l'enfant a peur, la mère cherche à le rassurer et à ce qu'il s'endorme paisiblement. Mais pourquoi fait-il noir? Pour dire, c'est facile, s'il fait noir, c'est qu'il fait nuit. La nuit, il fait noir. Soit, mais alors pourquoi le vers suivant nous dit-il
il n'est plus de nuit. C'est un noir ici qui n'est pas dû à la nuit. Ça n'est pas parce qu'il fait nuit qu'il fait noir pour le poète, hein, ou en tout cas pour celui à qui l'on s'adresse. Mais alors, pourquoi fait-il noir? Eh bien, il fait noir parce qu'il n'est plus de nuit, il n'est plus de jour. C'est-à-dire que là où se trouve cet enfant à qui on s'adresse, là où il se trouve, on ne peut même plus voir quand il fait jour ou quand il fait nuit. Et pourquoi ne peut-il pas se rendre compte qu'il fait nuit ou jour? Eh bien, on l'imagine, parce qu'il est quelque part sous terre, là où les rayons du soleil ne risquent pas d'arriver. Perdre toute notion de temps, c'est basculer dans une forme d'éternité, et donc l'éternité de la mort aussi bien, quand il ne sera plus ni nuit ni jour, ce que dit le deuxième vers. Vous voyez, il y a un balancement très régulier, il n'est plus de nuit, il n'est plus de jour, qui rappelle le rythme d'une berceuse. Et effectivement, le mot suivant au troisième vers sera l'impératif dors, qui confirme tout ce que nous avions émis comme hypothèse jusqu'ici, c'est-à-dire une voix maternelle qui rassure, qui berce et cherche à faire s'endormir l'enfant. D'ailleurs, vous voyez que cet impératif dors est repris dans d'autres de ces poèmes, de ces rondelles pour après. À la page précédente, c'est même le tout premier mot du poème. Dors, ce lit est le tien. Ou bien à la page suivante, vous voyez rien que le titre, d'eau, l'enfant d'eau, c'est-à-dire le rappel d'une berceuse enfantine. Et vous voyez que là aussi, on trouve l'impératif dors. Donc c'est vraiment une remarque qui caractérise non seulement ce poème, mais bien l'ensemble de ces rondelles pour après, que cette manière de faire entendre une voix maternelle qui s'adresse à soi-même tel qu'on serait redevenu un enfant. Et on serait redevenu un enfant. Pourquoi? Eh bien peut-être parce que on n'existerait plus, parce qu'on serait mort. Il me semble que c'est là que le poème progressivement nous emmène. C'est comme si Tristan Corbière rêvait à cette voix maternelle qui bientôt allait pouvoir se pencher, non pas vraiment sur son berceau, mais sur son tombeau. Et associé à cette manière toujours très ricanante, on va le voir, d'écrire, il y a quelque chose de très grinçant dans ce texte, parce que c'est à la fois absolument poignant et en même temps, vous allez voir, on entend quelque chose qui ricane toujours, une sorte de refus de se prendre au sérieux, une sorte de parti pris de « oh, tout cela n'est pas bien grave dans le fond ». Et c'est très émouvant, je trouve, cette alliance de la douleur et d'un détachement, d'un détachement apparent, en tout cas par rapport à la peur, tout simplement. Alors l'impératif d'or est suivi de « en attendant venir toutes celles qui disaient jamais, qui disaient toujours ». Alors, toutes celles, oui, soit qu'elles disent jamais, soit qu'elles disent toujours. Leur point commun, en gros, c'est d'avoir fait souffrir Tristan Corbière, soit parce qu'elles se sont refusées à lui au nom de leur vertu, auquel cas elles lui ont dit jamais, soit au contraire, elles lui ont dit oui, mais à condition de jouer le jeu d'un sentiment éternel, toujours. Ce qui, on l'imagine, aurait pu le faire fuir. Donc, dans les deux cas, ce sont des femmes qui n'ont pas pu répondre à ses attentes. Et que lui dit donc cette voix qui cherche à le consoler? Oh, qu'elles vont bientôt venir. Mais si on accepte cette idée que le poète pourrait, dans ses poèmes, s'imaginer mort, tel que sa mère penchée sur son tombeau lui chuchote quelques paroles, il y aura quelque chose de terrible, ça voudrait dire « Oh, elles ne manqueront pas de mourir à leur tour viendra ». Donc c'est une sorte, vous voyez, là, de consolation absolument terrible que lui murmurerait cette voix maternelle après sa mort. Et puis vous voyez cette manière de répartir les femmes en deux catégories. Il y aurait celles qui, au nom de la vertu, disent jamais, et puis celles qui, au nom des grands sentiments amoureux, diraient oui, à condition que ce soit pour toujours. Il y a là aussi une manière
peut-être une certaine misogynie, mais en tout cas surtout une manière toujours de prendre le contre-pied d'une certaine idéalisation de l'amour. Il y a là une manière assez cynique finalement d'évoquer toutes les relations humaines entre un homme et une femme. Soit ce sera le piège du jamais, soit ce sera le piège du toujours, mais ce ne sera jamais ce que l'on veut. Pour résumer vaguement ce que disent ces vers. Alors, la strophe suivante prolonge cette idée que les femmes qui auraient repoussé le poète durant sa vie viendraient à leur tour. Eh bien, la deuxième strophe commence ainsi: entends-tu leur pas, donc le pas de ces femmes qui arrivent enfin à leur tour parce qu'elles ont aussi été enterrées, comprenons. Ils ne sont pas lourds. Et alors, je dirais que là, il y a en réalité une terrible ironie, là encore, parce que si leur tour est venu à ces femmes, si le moment est venu où elles le rejoignent dans la mort, évidemment leurs pas ne sont pas lourds, vu qu'elles ne marchent plus, vu qu'en réalité on ne peut plus faire allusion qu'à leurs fantômes. Donc bien sûr qu'ils ne sont pas lourds, leurs pas. Et c'est ça la vraie justification, et non pas le vers suivant, oh, les pieds légers, l'amour a des ailes, qui parodie un certain discours qui tient un peu du proverbe, l'amour a des ailes, mais qui correspond, vous voyez, à une certaine vision idéaliste de l'amour, là encore. Et c'est perpétuellement ce que fait Tristan Corbière, d'essayer de déconstruire les beaux discours sur l'amour. Et là, il me semble que justifier le fait que les pas ne sont pas lourds par l'amour a des ailes, c'est évidemment ironique, parce que ce n'est évidemment pas ça la raison. Et vous voyez que l'amour est écrit avec un A majuscule, mais rien que cette majuscule est ironique de la part de Tristan Corbière, tant il prend le contre-pied, une fois encore, de cette célébration de l'amour que l'on trouve chez les romantiques. Ensuite, le premier vers revient une première fois. Je vous l'ai dit, il intervient 3 fois en tout dans le poème, une fois par strophe. Donc ce « il fait noir, enfant, voleur d'étincelles ». Et il est assez beau ce refrain, parce que à la fois il est prononcé, comme je le disais, par une voix maternelle qui plutôt rassure, console, berce, et en même temps, cela résonne comme une menace, et ça résonne de plus en plus comme une menace au fur et à mesure que nous progressons dans le poème, parce que plus nous progressons dans le poème, plus, on va continuer à le voir, les allusions à la mort se font précises. Donc de plus en plus, ce vers résonne de manière menaçante. Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles. Et on sent bien que les petites étincelles qu'aurait volé l'enfant ne peuvent rien contre cette obscurité impénétrable, il fait noir. Les étincelles ne pèsent pas grand-chose par rapport à cette évidence de l'obscurité dans laquelle se trouverait désormais le poète. Alors la troisième strophe peut sembler dans le prolongement direct de ce qui précède, puisque de la même manière que la deuxième strophe avait commencé par « Entends-tu leurs pas », la troisième strophe commence à présent par « Entends-tu leur voix » Et il s'agit toujours de ces femmes dont on imagine l'arrivée après la mort du poète. Néanmoins, je disais tout à l'heure qu'il y a tout de même un certain glissement à partir de la troisième strophe, parce que c'est là, me semble-t-il, que les allusions à la mort vont être de plus en plus transparentes de la part de Tristan Corbière. À commencer par la deuxième partie du vers. Entends-tu leur voix, les caveaux sont sourds. Alors, je relève qu'il y a, pour commencer, un jeu de mots évident sur sourd, parce que sourd, soit évidemment renvoie à une incapacité d'entendre, et c'est pour ça qu'on aurait du mal à entendre les voix, ou bien on parle d'un bruit sourd quand on veut dire un bruit assourdi. Donc là, Tristan Corbière, comme très souvent dans le recueil des Amours jaunes, joue sur les deux sens du mot. Il y a une sorte, vous voyez, de petite hésitation du sens délibérée de la part de Tristan Corbière.
Mais le plus remarquable ici, c'est évidemment le terme caveau. Hein. Pourquoi apparaît ici le terme caveau, sinon pour confirmer cette hypothèse que ce poème fait entendre une adresse à quelqu'un qui est déjà mort, qui se trouve dans le caveau. Hein. Oui, c'est la seule manière de le comprendre, ce terme. Hein. Autant Tristan Corbière joue parfois avec les multiples sens d'un même mot, autant là, caveau, hein, c'est très clair. Hein, ça nous renvoie à la mort et désormais, ça va donner une tonalité évidente, me semble-t-il, à l'ensemble du texte. D'ailleurs, dès le vers suivant, hein, vous allez voir une nouvelle allusion à la mort, puisqu'il s'agit d'immortel. Dors, il pèse peu ton fait d'immortel. Hein, avec ce retour de Dore, hein, qui commençait déjà le troisième vers du poème, hein, et qui confirme ce caractère de berceuse, hein, que prend le poème. Mais oui, c'est une berceuse très paradoxale, parce que c'est une berceuse qui certes console, qui certes cherche à apaiser, et en même temps c'est une berceuse qui à chaque fois renvoie à la mort. Hein, et ça c'est vraiment typique de Tristan Corbière. Il y a avoir cette tension entre ce qui est le plus enfantin du monde et ce qui est à ce point-là noirci par la mort. Hein. Alors Dore, il pèse peu. Alors il pèse peu, comme je vous le disais, il y a une manière d'alléger, hein, et aussi quelque chose de très maternel dans cette manière de rassurer. Il pèse peu, hein, de la même manière qu'elle disait tout à l'heure, oh les pieds légers, hein, comme si plus rien ne pesait, plus rien n'avait de poids désormais. Hein. Il pèse peu ton fait d'immortel. Alors le terme de fait est assez surprenant ici, hein. Il faudrait plutôt dire bouquet, hein. C'est plutôt un bouquet auquel on penserait. Et puis le fait, ça désigne justement quelque chose d'assez lourd, un fardeau, une charge. Hein. Donc c'est un terme qui intervient pour être nié aussitôt, hein, puisque cela pèse peu. Mais évidemment que le terme important c'est immortel. Alors vous savez que les immortels, ici, ça désigne certes une variété de fleurs, mais plus précisément des fleurs séchées. Hein, et ces fleurs séchées, donc c'est pour ça qu'elles sont immortelles, puisqu'elles sont séchées, elles ne risquent plus de faner, hein, donc elles sont immortelles. Et ce sont ces fleurs, hein, avec lesquelles on fait des couronnes que l'on pose sur les tombes. Hein. Donc le mot immortel est évidemment associé à la mort. Et là, on comprend la situation. C'est comme si cette mère était devant la tombe, qu'elle voyait ce bouquet d'immortels posé sur cette tombe, et que, cherchant à consoler celui qui s'y trouve, elle lui disait « Oh, il pèse peu ton fait d'immortel ». Et effectivement, les immortels, c'est tout léger, ça ne pèse rien. Hein. Mais voyez, ce qu'il y a de très grinçant, de très douloureux ici, c'est qu'on imagine bien que ce qui pèse, bah non, c'est pas la couronne d'immortels, ça bien sûr, ce qui pèse, c'est la pierre tombale. Hein. C'est bien beau de répéter que les pieds sont légers, que les immortels ça pèse peu. Oui, mais il y a évidemment cette pensée implicite, hein, de la pesanteur de la pierre qui est ici présente. Et c'est en un sens ce qui va être confirmé, alors de manière, vous allez voir, un peu sinueuse, hein, par les vers suivants. Il va falloir donc que je m'y attarde un peu pour qu'on comprenne bien ce que cela veut dire. Ils ne viendront pas, tes amis les ours, jeter leurs pavés sur tes demoiselles. Alors, oui, on retrouve, comme je vous le disais, cette allusion à la pierre. Hein. Là, il est question d'un pavé. Hein, et donc, la mère chercherait à rassurer l'enfant en lui disant « Non, 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 tu ne vas pas recevoir de pavé, sois tranquille ». Mais évidemment, c'est une consolation bien ironique, hein, si par ailleurs on se trouve sous une pierre tombale. Hein. Je pense qu'il y a toujours ça qui ricane dans le texte quelque part. Et puis les amis les ours, vous voyez, alors là clairement il y a une allusion à une sorte d'univers enfantin. Alors même si le Teddy Bear est plus tardif que le poème de Tristan Corbière, vous voyez, les amis les ours, ça fait clairement référence à un univers enfantin où on imaginerait des enfants amis avec des ours.
en même temps, l'allusion de Tristan Corbière est en même temps plus précise. Hein. Alors ça vous est indiqué par une note de cette édition, je vais quand même développer un peu pour que vous compreniez bien. C'est-à-dire que Tristan Corbière fait ici allusion à un des auteurs les plus évidents à l'époque pour tous les écoliers. Hein. Il suffisait qu'on ait une scolarité pour que forcément l'auteur dont on avait appris par cœur des textes, celui qui avait été étudié, c'était La Fontaine. Vous vous rappelez, je vous avais déjà dit ça à propos de Musset. Hein, Musset jouait avec le souvenir d'une fable de La Fontaine. Et ici, dans Les Amours jaunes, Tristan Corbière joue en permanence avec La Fontaine. Hein, par exemple, au tout début du recueil, le tout premier poème du recueil s'appelle « Le poète et la cigale hein ». Et ça se présente sous la forme d'une fable qui est très clairement une parodie de La cigale et la fourmi. Hein. Et puis vous avez remarqué que si le recueil s'ouvre avec le poème « Le poète et la cigale hein », le tout dernier poème, après même Les rondelles pour après, s'appelle « La cigale et le poète ». Et à de nombreux endroits du recueil, il y a des souvenirs de La Fontaine. Il y a un jeu permanent de Tristan Corbière avec certains souvenirs de La Fontaine. Et c'est le cas ici, avec cette histoire d'ours qui jetteraient leur pavé. Alors j'aimerais voir avec vous d'un peu plus près ce poème dont se souvient ici Tristan Corbière, hein, ce poème, donc L'ours et l'amateur des jardins. Alors, il est question dans ce poème d'un homme qui avait décidé de vivre loin des hommes hein, et qui s'était retiré seul dans la campagne. Hein, et on raconte que cet homme s'y faisait bien, mais finit quand même un peu par s'ennuyer. Il finit par s'ennuyer, or il se trouve que dans la même forêt vit un ours qui lui aussi manque désespérément de compagnie. Et donc se présente à cet homme pour qu'ils partagent leur vie en quelque sorte. Finalement, tout se passe très bien. Donc La Fontaine écrit « L'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage, l'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bonne et moucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasite ailé, que nous avons mouche appelée ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ours, pour rendre service donc, à cet homme qui est devenu son ami en quelque sorte, hein, puisqu'ils souffraient tous les deux de la solitude, enfin, ils peuvent profiter d'une vraie amitié. Et donc l'ours, pour rendre service à cet homme, se fait émoucheur. Et ce que veut dire émoucheur, ça veut dire qu'il s'occupe d'écarter les mouches qui pourraient se trouver sur le visage de son ami pendant qu'il dort. Bien, très bien, effectivement, c'est très serviable de sa part. Le problème, c'est que cet ours, certes, est plein de bonne volonté, mais qu'il est un peu maladroit, un peu stupide aussi, il faut bien le dire. Puisque un jour, l'ours n'arrive pas à attraper l'une des mouches qui se pose sur le visage de son ami. Et, idée brillante, pour être sûr de ne pas rater son coup, l'ours prend une grosse pierre et la jette sur la mouche. Le problème, évidemment, c'est que le visage de son ami se trouvant en dessous est totalement écrasé et que l'ours, donc, tue son ami en voulant l'aider à chasser les mouches. Je vous lis la fin de la fable. « Aussitôt fait que dit, le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche, et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide mort étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaudrait un sage ennemi. » Bien, donc vous voyez qu'il y a un certain burlesque assez sombre déjà dans la fable de La Fontaine, avec cette idée donc, de l'ours qui par maladresse tue son ami en lui écrasant le crâne. Bon, mais maintenant revenons à notre texte. Ce que veut dire donc, le texte, hein, ils ne viendront pas, tes amis les ours,
jeter leurs pavés sur tes demoiselles. Bon, une manière de dire, bon, il n'y a rien à craindre, hein, il n'y aura pas d'ours qui viendront, comme dans la fable de La Fontaine, te jeter un pavé sur le visage. Mais pourquoi des ours lui jetteraient-ils un pavé sur le visage? Peut-être parce qu'il aurait lui aussi des mouches tout autour du visage. Hein. Oui, mais quand est-ce qu'un corps est particulièrement sujet à être entouré de mouches? Vous voyez, il y a tout un imaginaire ici qui apparaît. Hein. Ce qui se voudrait rassurant, en réalité, est totalement effrayant. Hein. Parce que c'est une manière de dire, ah bah oui, c'est sûr, ton visage est tout couvert de mouches. Hein. Alors, certes, il n'est pas question de mouches, il est question de demoiselle. Alors demoiselle, c'est un terme intéressant parce que là, typiquement, il y a un jeu de mots de la part de Tristan Corbière. Demoiselle, ici, peut pouvoir dire deux choses. Le premier sens, c'est que ça désigne un certain type d'insecte. Hein. Donc on est toujours dans ces histoires de mouches qui grouilleraient sur un visage, d'insectes qui grouilleraient sur un visage. Hein. Donc oui, on pourrait entendre ce vers, mais c'est une des significations du vers, attention, hein, une traduction ne remplace jamais un vers, mais une des traductions, ça serait celle-ci, elle serait terrible, hein, n'aie pas peur, il n'y aura aucun ours qui te jettera un pavé sur le visage pendant qu'il sera couvert de mouches, qui sera couvert d'insectes. Hein. Vous avouerez que ça n'est qu'à demi rassurant en réalité comme idée. Alors ça c'est le premier sens de demoiselle, renvoyer à certains insectes, et donc ça confirmerait cette lecture que je viens de faire. Mais l'autre sens, et c'est d'ailleurs ce sens-là qui vous est présenté dans le glossaire, dans l'index de cette édition. On vous dit que les demoiselles, à la fin du XIXe siècle, c'était un terme par lequel on désignait, disons, les prostituées, hein, ou les femmes, disons, de petites vertus, les demoiselles. Hein. Et c'est intéressant parce que du coup ça permet de faire revenir dans le texte cette allusion à toutes celles qui disaient jamais, qui disaient toujours. Hein. Comme si les deux significations, vous voyez, s'entrecroisaient. Il y avait à la fois cette pensée de soi-même comme mort et en même temps toujours cette insistance des images érotiques et nuisibles en même temps, hein, puisque ces demoiselles aussi bien sont des insectes. Hein, vous voyez, il y a une forme d'indécision du sens, c'est pour ça que je ne voudrais pas justement le traduire, ce poème, parce qu'une traduction, elle est claire, mais là, l'intérêt, vous voyez, c'est cette manière qu'a le vers de contenir plusieurs significations en même temps. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours s'empêcher de traduire de la poésie, parce que si on traduit, on ramène la poésie à un sens unique. Et c'est une des définitions qu'on pourrait donner à la poésie, hein, qu'un jeu toujours avec plusieurs significations. Hein, et c'est pour ça que vraiment ce poème me paraît assez admirable, hein, parce que vous avez vu cette manière d'associer des tonalités tellement lointaine. Vous voyez, à la fois cet univers enfantin des amis les ours, hein, on imagine, oui, un conte de fées où un enfant heureux serait entouré par tous ses amis les ours, et en même temps, à cela est associée une image particulièrement terrible, hein, de son propre visage tel qu'il serait recouvert d'insectes et tel qu'il pourrait être écrasé par un pavé. Hein, et cette alliance des tonalités est quand même d'une extrême, je dirais, audace, hein, et prend quelque chose d'absolument bouleversant quand on réalise que cet enfant mort dont il est question, et c'est Tristan Corbière, en un sens c'est le poète tel qu'il se projette, mais qu'il se projette à court terme. Hein. Il sait bien que la mort est pour lui imminente. Hein. Et dès lors qu'on admet cette situation, hein, je trouve que ce poème a une résonance véritablement terrible, et qu'en même temps, vous voyez, il a cette élégance d'être tout léger, tout beau, avec une certaine drôlerie même, hein, avec cette image des amis les ours. Hein. Donc il y a tout ça en même temps, hein, dans ce poème. Et quand une dernière fois revient ce refrain, il fait noir, enfant, voleur d'étincelles, hein, vous voyez, je vous le disais précédemment, mais vous voyez combien à présent le « il fait noir » hein, résonne de manière terrible, hein, combien cette obscurité hein, devient désormais une menace. Hein. Mais vous avez remarqué aussi que ce vers « il fait noir » est écrit au présent.
Ce qui veut dire que en écrivant ce texte, non seulement Tristan Corbière imagine la voix d'une mère, ce n'est pas lui qui parle, c'est une voix maternelle qui se fait entendre. Donc d'une part, il imagine une voix maternelle telle qu'elle lui parlerait, mais il s'imagine à un temps qui n'existe pas encore, qui ne peut pas exister encore, puisqu'il s'agit du temps de sa mort. Donc il imagine quand la mort sera devenue présente, et qu'il ne lui restera plus que cela, finalement, cette consolation à la fois très belle et totalement dérisoire, à savoir la parole d'une mère penchée sur sa tombe. En même temps, pour reprendre ma problématique, c'est ça qui est tellement vertigineux avec Tristan Corbière, c'est qu'on devine qu'une sorte de morale implicite, c'est mieux vaut en rire. Et effectivement, il y a là une pensée tellement terrible chez ce jeune homme qui n'a pas encore 30 ans, que oui, mieux vaut en rire, encore faut-il y arriver. Et c'est ce que fait ici Tristan Corbière. Je vous ai parlé du titre « Petit mort pour rire », et il me semble qu'ici, cette manière de jouer sur les mots, de jouer avec un souvenir d'une fable de La Fontaine, tout cela montre une volonté d'en rire, malgré tout. Voilà, alors écoutez, je commence à être un peu long et il va me falloir vous quitter avant d'abuser de votre temps. Alors, nous nous retrouvons évidemment la semaine prochaine pour aborder, alors évidemment trop vite, et j'en suis désolé parce que c'est un livre vraiment formidable, j'espère que depuis le temps que je vous en parle, vous l'avez lu, La vie devant soi d'Émile Ajar. Et je parlerai en particulier de cette relation totalement passionnante entre ces deux noms qui figurent sur la couverture du livre, Romain Gary, Émile Ajar. On parlera de ça la semaine prochaine. Sinon, vous avez vu que sur eCampus, j'ai ajouté des propositions pour le commentaire composé que vous devrez impérativement me rendre, sachant que j'ajouterai aussi dans ces prochains jours un autre travail que vous devrez également me rendre. Le contrôle continu sera validé par 2 notes. C'est extrêmement important que je le répète. Donc à la fois vous me rendez un commentaire composé, et à la fois vous me rendrez un travail dont je vous donnerai l'énoncé ultérieurement. Donc vous continuez à consulter très régulièrement eCampus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir.